Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du mois de mai de Regard sur les marchés. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis en compagnie de Martin Delage, notre chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Le mois dernier, on vous a parlé du trimestre, le premier trimestre de l'année où l'économie était assez résiliente, mais on dirait qu'il commence à y avoir des petits signes qui pointent vers l'inverse en ce moment. Et il y a une nouvelle, entre autres, qu'on a entendu beaucoup ces temps-ci dans les manchettes, c'est le fameux plafond de la dette américaine et on voulait prendre quelques minutes pour en parler. Donc, le plafond de la dette, c'est qu'aux États-Unis, il y a une loi qui empêche le gouvernement d'avoir une dette plus élevée qu'un certain seuil, au-delà duquel il faut retourner voir les élus pour accéder à un plafond plus élevé. Et en ce moment, il y a des élus qui laissent présager le risque que les États-Unis pourraient avoir un défaut de paiement sur leur dette. Et donc, on le voit ici sur le graphique. La ligne bleue indique le niveau de la dette qui augmente avec le plafond de la dette qui est la ligne blanche. Et donc, on a atteint ce plafond-là. Et en ce moment, il y a des négociations entre le bureau du président et le Congrès, les élus, surtout républicains, qui veulent rehausser, le président, pardon, voudrait rehausser le plafond de la dette et les élus républicains hésitent à le faire et il y a des tractations politiques, évidemment, d'un côté et de l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que en termes de paiement ou le service de la dette, le paiement qu'il faut faire pour le service de la dette, donc le paiement des intérêts, ce n'est pas si élevé aux États-Unis, c'est moins de 3 donc ce n'est pas catastrophique. Ceci dit, quand on laisse présager un défaut de paiement, bien, les marchés n'aiment pas tellement ça. Et ce qu'on peut voir ici sur ce graphique-là, c'est ce qu'on appelle un Credit Default Swap. C'est un genre de police d'assurance contre un défaut de paiement d'un émetteur. Ça peut être une compagnie ou un État. Et ce qu'on voit ici, c'est que récemment, le niveau pour les États-Unis a très, très subitement augmenté à près de 2 ce qui est relativement, en fait, ce qui est très élevé historiquement parlant pour les États-Unis. Donc, le président Biden s'envole pour le Japon pour un sommet du G7 et il a indiqué qu'il y avait bonne confiance, en fait, qu'on en viendrait un règlement dans ce dossier-là, mais toutefois, les marchés suivent ça de très, très près. Pour l'économie au sens plus large, Martin, il y a eu récemment évidemment toutes les hausses de taux d'intérêt et les impacts commencent peut-être à se faire sentir sur l'économie. Effectivement. Donc, ici, sur le graphique, vous avez l'évolution, c'est le taux d'escompte. Vous avez le taux d'escompte aux États-Unis en bleu et le taux d'escompte au Canada. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au Canada, déjà depuis quelques réunions, déjà, là, il y a une pause du côté de la Banque du Canada, donc à 4,50. Et aux États-Unis, bien, on a eu récemment, là, au mois de mai, au début du mois de mai, en fait, une hausse des taux fédéraux, donc à 5,25, la ligne bleue. Donc, on pense que cette hausse à 5,25 probablement est la dernière. Donc, on va commencer une pause du côté de la Réserve fédérale, ce qu'on a déjà commencé du côté de la Banque du Canada. Puis ce qu'on peut voir, bien, historiquement, en fait, à 5,25, là, bien, on est au même niveau qu'on était en 2006-2007. Et même chose au Canada. Donc, on pense que ces niveaux sont suffisants pour ralentir l'économie ainsi que l'inflation. À la zone ombragée, bien, vous avez les périodes de récession aux États-Unis. Donc, souvent, les hausses de taux, les cycles de resserrement sont suivis éventuellement par une récession ou non. Actuellement, les marchés sont plus dans le camp de ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. Et quand on parle de hausse de taux d'intérêt et de conséquences économiques sur les particuliers, est-ce qu'il y a eu des conséquences visibles? Bien, effectivement, au Canada, bien, on a eu des hausses de taux quand même importantes, là, à 4,5. Ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est ce qu'on appelle l'insolvabilité des consommateurs au Canada. En fait, c'est les faillites ainsi que les propositions de restructuration de la dette des consommateurs au Canada. Donc, et on voit ici en vert en pourcentage de la population active. Donc, comme la population active augmente dans le temps, on divise par la population active. Et là, en rouge, vous avez le taux des Canada 5 ans. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, vous avez la période de 2008, 2007-2008, où il y a eu énormément de faillites et de propositions. Donc, la ligne verte a augmenté quand même de façon importante. Ensuite, une période de stabilité, en fait, si on peut dire, où on voit les taux d'intérêt qui ont baissé, là, qui sont restés bas pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie. Alors, on voit là, la baisse importante en bas de la ligne pointillée, là, la pandémie. Là, on se souviendra, à ce moment-là, bien, les consommateurs ont reçu de l'argent, il y a eu la PCU. Donc, c'était une période où il y avait énormément de liquidités. Mais ce qu'on voit récemment, depuis quelques mois, c'est un stress au niveau des consommateurs
et on surveille de très, très près là, cette ligne verte là, qui augmente et on pense donc qui fait qu'une des raisons pourquoi la Banque du Canada devrait rester sur pause au cours des prochains mois. Et un des objectifs de la Banque du Canada et des banques centrales en général aussi, quand on hausse les taux, c'est de s'attaquer à l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan-là? Tout à fait. Hier, on a eu les nouvelles d'inflation au Canada. Effectivement, ça a été décevant. Là. Ça a été un peu comme une douche d'eau froide pour les marchés. Donc, à 4,4 %. Donc, on le voit ici, là, le cercle rouge. Là. Donc, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est un mois. Donc, ça peut être juste, on ne pense pas que c'est le début d'une tendance. Somme toute aussi, quand on regarde l'évolution de l'inflation depuis le mois de juin l'an dernier, ça a été des baisses continues hein, à tous les mois. Donc, c'est le premier mois où on a une hausse. Et ça reste malgré tout relativement élevé parce que la Banque du Canada, vous voyez, la cible, c'est 2 %. Donc, on n'est pas encore rendu à 2 %. Et quand on regarde les sous-composantes de l'inflation, il y a certains signaux qui portent à croire que les choses vont relaxer. Effectivement. Quand on regarde, en fait, il y a beaucoup de composantes, beaucoup de produits actuellement dont les prix ont baissé récemment. On peut parler, par exemple, du prix du bois. Le prix du bois actuellement est plus bas qu'avant la pandémie. Donc, depuis un an, on assiste à des baisses importantes de plusieurs commodités, dont la nourriture. Puis un exemple ici, c'est le prix du blé. Hein. Donc, si on retourne là, à peu près au sommet de l'inflation, donc à l'été 2022, on voit l'explosion du prix du blé, qui est un élément de base important, là, majeur dans plusieurs produits. Ce qu'on voit, c'est que depuis l'été 2022, les prix du blé ont baissé de 50 %. Donc, éventuellement, cette baisse-là sera reflétée dans l'indice des prix à la consommation. On espère plus tôt que plus tard, mais ceci étant dit, ça va dépendre également des acteurs dans la chaîne d'approvisionnement, donc les détaillants ainsi que les fabricants. Mais pour nous, ça veut dire que l'inflation devrait continuer à baisser. Et donc, l'inflation qui se calme un peu, l'économie qui semble ralentir un peu, qu'en est-il du marché de l'emploi? Bon, ce qu'on voit aux États-Unis, en fait, le premier trimestre, on en a parlé dernière capsule, le marché était relativement résilient, mais ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est peut-être le marché de l'emploi qui commence à faiblir aux États-Unis. Puis une des façons de surveiller le marché de l'emploi, ce sont les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Donc, les demandes d'assurance chômage, c'est une statistique hebdomadaire. Et on voit qu'actuellement, on est au plus haut niveau depuis octobre 2021. Là. Donc, il semble avoir un début de tendance. Et également, ce qu'on constate, c'est que les demandes d'assurance chômage viennent principalement des gens qui ont perdu leur emploi dans les secteurs de la technologie. Donc, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi dans le secteur et également dans le secteur financier. Et majoritairement dans des États comme la Californie, où on retrouve beaucoup de banques régionales là, qui ont eu des problèmes financiers ainsi que des entreprises de technologie. Donc, on surveille de très, très près, surtout que le taux de chômage à 3,4 % est au plus bas, un bas en fait historique, pas le plus bas, mais... Il faut toujours fouiller un peu plus. C'est pour ça ici, le taux de chômage à 3,4 semble indiquer que tout va très, très bien, mais il faut aussi regarder le taux de participation et le taux d'emploi. Exact. Et surtout que le taux de chômage est un indicateur, je dirais, retardataire. Donc, c'est le dernier indicateur qu'il faut suivre. Ce n'est pas un indicateur précurseur de l'économie. Parfait. Merci, Martin. On a eu 2 questions cette semaine qui portaient à peu près sur le même sujet. En fait, c'est sur la fameuse nouvelle du plafond de la dette et d'un potentiel défaut sur la dette des États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis ou le Canada ont déjà fait défaut dans leur histoire? Mais c'est jamais arrivé et tout porte à croire que cette fois-ci, ça n'arrivera pas plus parce que les élus américains vont sans doute s'entendre parce que les répercussions d'une faillite technique des États-Unis, ce serait extrêmement négatif sur les marchés et pour l'économie américaine aussi, dont les coûts d'emprunt augmenteraient très rapidement. Et est-ce que les défauts de paiement de pays sont fréquents? Ils ne sont pas tellement fréquents, mais il y a des endroits dans le monde où ça arrive plus souvent, notamment l'Amérique latine, où depuis le début du siècle dernier, il y a eu des dizaines de défauts de paiement. Donc, ça dépend vraiment des régions, mais les pays comme le Canada en sont à peu près, n'ont jamais vu de défaut de paiement sur leur dette publique. Donc, merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire. Ça nous fera plaisir d'y répondre et on se voit au mois de juin.